Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way. Sort of wonder when something like that happens, well, who stands to benefit? You know, who has the opportunity and the motive? You just gotta look at these basic things. I don't assume that I know the truth about what went on that day. And yeah, I just look around and looking for, well, who had the motive, who had the opportunity, who had the equipment, who had the will. I put enough time on the inside of the White House and the campaigns, and I've known enough of the people who do these things to know that the public version of the news, whatever an event, is never right with them. And these people, I think, are willing to take that even further. It seems a very long bow to me, but are you sort of suggesting that this worked in the favour of the Bush administration? Oh, absolutely. Absolutely. « 9h38, Arlington, Virginie. Annie Agnew est supposée exécuter un virage de 330 degrés à 850 km/h. Descendant 2200 mètres en 2 minutes et demie pour aller frapper la partie inférieure du Pentagone avec le vol 77 d'American Airlines. Son approche l'amena directement à survoler l'autoroute 395, arrachant les lampadaires du sol et rebondissant sur le gazon du Pentagone avant l'impact. Mais tout d'abord, intéressons-nous à Annie Agnew. Agnew arriva à l'aérodrome de Freeway dans le Maryland, un mois plus tôt dans l'intention de louer un petit avion. Cependant, lorsque Agnew prit part à 3 tests de pilotage durant la 2e semaine d'août, il éprouva des difficultés à contrôler et à faire atterrir un simple monomoteur Cessna 172. My name is Marcel Bernard and I'm the chief flight instructor here at Freeway. Ani Hanjour, well, basically what happened with him is he showed up at the airport and wanted to get checked out in the aircraft. See, he was already certified. He didn't come to us for flight training. Yeah, he already had a pilot's license. He had already earned his private instrument commercial at a school in Arizona, and I don't remember the name of the school, but already had certificates in hand. And we sometimes occasionally have pilots that come to us that don't want flight training but just want to rent our aircraft. Which is the case of Hani Hanjour. This was the case with Hani. He wanted to get checked out, as we call it, to rent our aircraft. And our insurance requires that he flies with one of our instructors to be found competent to rent.
And that was the process that he was going through. The consensus was that he was very quiet, average or below average piloting skills. English was very poor. So I don't know that's about the best description I can give you for his demeanor at the time. Very, uneventful from our perspective. Et pourtant, les contrôleurs aériens de l'aéroport international de Dulles qui suivaient le vol 77 ont tous cru qu'il s'agissait d'un avion militaire. Deuxièmement, les lampadaires. Le 22 novembre 2004, un jet privé en vol vers Houston pour embarquer George Bush Sr. percuta un seul et unique lampadaire et s'écrasa 1 minute avant son atterrissage programmé à l'aéroport de Houston. L'aile s'arracha lors de l'impact, éparpillant des débris sur près de 100 mètres. Pourtant, le vol 77 réussit à arracher entièrement 5 lampadaires du sol sans endommager ni ses ailes ni les lampadaires. Au contraire, il semble simplement avoir été posé sur le sol. Troisièmement, il vous suffit de regarder les photos ce jour-là pour vous rendre compte que ce qui percuta le Pentagone ne toucha pas la pelouse. Si le vol 77 avait ripé puis frappé le Pentagone, ça aurait dû ressembler à ça. Au lieu de ça, aucune marque sur la pelouse. Quatrièmement, pourquoi n'y a-t-il absolument aucune trace du vol 77? You know, it might have appeared that way, but from my close-up inspection, there's no evidence of a plane having crashed anywhere near the Pentagon. The only site is the actual site of the building that's crashed in, and as I said, the only pieces left that you can see are small enough that you could pick up in your hand. There are no large tail sections, wing sections, a fuselage, nothing like that anywhere around, which would indicate that the entire plane crashed into the side of the Pentagon. L'explication officielle est que la chaleur intense provoquée par la combustion du kérosène aurait vaporisé entièrement l'avion. En effet, d'après ces images, il semble qu'il n'y ait absolument aucune trace d'un quelconque Boeing 757. Mais si le feu était suffisamment intense pour incinérer un Boeing, alors comment les enquêteurs ont-ils pu identifier 184 des 189 personnes retrouvées dans le Pentagone? Le laboratoire d'identification de l'armée américaine était également responsable de l'identification des corps du vol 93 qui s'est crashé en Pennsylvanie. Gardez ça à l'esprit pour plus tard. Donc, de quoi est fait un Boeing 757? J'ai contacté Boeing, mais l'opérateur m'a informé que Boeing ne souhaitait donner aucune information concernant la fabrication de leurs appareils à cause des attaques du 11 septembre. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'un 757 possède 2 moteurs Pratt & Whitney faits d'un alliage d'acier et de titane, mesurant 2,80 m de diamètre et 3,60 m de long et pesant chacun 6 tonnes. La température de fusion du titane est de 1688 degrés Celsius. Le kérosène est un hydrocarbure pouvant conserver une température constante de 1120 degrés Celsius après 40 minutes, mais uniquement si le feu est entretenu. Le carburant se serait enflammé immédiatement à l'impact. C'est pourquoi il est scientifiquement impossible que 12 tonnes d'acier et de titane aient été vaporisées par du kérosène. De même, les 2 moteurs auraient dû être retrouvés relativement intacts dans le Pentagone. Au lieu de ça, un petit moteur d'approximativement 90 cm de diamètre fut trouvé à l'intérieur du bâtiment. Après que cette photo eut été publiée par le journal American Free Press, ses rédacteurs suggérèrent que la turbine était en fait une pièce de l'unité de puissance auxiliaire située dans la partie supérieure de la queue du 757. Chris Bolin contacta Honeywell à Phoenix, Arizona, le fabricant de l'unité de puissance auxiliaire. Un expert parlant sous couvert d'anonymat lui déclara « Il n'y a aucune chance pour que ce soit une pièce de l'unité de puissance auxiliaire ». Bolin contacta ensuite Pratt & Whitney et Rolls-Royce, les 2 compagnies qui fabriquent les moteurs des Boeing 757. Pratt & Whitney dirigea Bolin vers Rolls-Royce et John Brown, un porte-parole de Rolls-Royce, déclara à Bolin que « Cela ne fait partie d'aucun moteur Rolls-Royce que je connaisse ». Dans un article écrit par Carl Schwartz, président et PDG de Patmos Nanotechnology et iNet Security System, ce dernier pense que la pièce en question est en fait un moteur turbojet GT8D appartenant à un A3